parler de l'amélioration continue donc dans cette entreprise de digital qui est en hypercroissance. Je vais vous raconter pourquoi en hypercroissance tout à l'heure. Je vais vous parler peut-être de choses un petit peu différentes de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Je ne vais pas parler de détails de certaines techniques. Je pense que vous avez déjà entendu parler plein de choses. De LESS, de Scrum, d'Agile, j'en passe, c'est les meilleurs. Peut-être un peu de Lean, un peu de Lean, Startup, plein de choses. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul sur toutes ces démarches et de se dire dans quel cadre, dans une entreprise comme ça, on peut les utiliser ou pas, les adapter ou pas, les transférer dans un autre univers qui n'est pas forcément le digital, et de prendre un peu ce recul qui permet chez nous, en tout cas, d'appeler ça l'amélioration continue dans un univers qui va à la vitesse un peu de la lumière. Donc, je m'appelle Nicolas Carlin, je suis responsable donc, de l'amélioration continue pour le groupe, donc le groupe OVH. Je ne suis pas issu du métier de l'IT. Je suis issu plutôt du métier de l'industrie. J'ai travaillé dans une SS2I aussi, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans l'industrie automobile, j'ai travaillé dans la grande distribution, donc un parcours un peu riche, mais je ne suis pas là pour parler de moi, c'est juste pour vous donner un peu de contexte, parce que OVH fait plein de métiers en même temps. C'est-à-dire que c'est un industriel, OVH fabrique ses serveurs, OVH a ses data centers, OVH a ses câbles, donc on a des câbles en propre. Et on a même un câble qui traverse l'océan Atlantique, qui part d'Europe jusqu'aux États-Unis, enfin au Canada. Donc on a une organisation très verticalisée. Pourquoi ? Parce que ce métier-là, c'est un métier qui est basé sur la confiance avec nos clients. Et donc la confiance, quand on gère de la data, c'est le critère numéro 1. Qui connaît OVH ? Voilà. Donc je vous en parle un peu, mais je ne vais pas non plus passer 2 heures, mais peut-être rappeler un petit peu l'histoire de cette entreprise et surtout de cet homme. Donc vous connaissez OVH, vous connaissez sûrement cet homme. Ça, c'est les étapes de sa vie. Alors là, sur ce côté-là, c'est un petit genou. Il a 22-23 ans. Il était arrivé il y a à peu près 7-8 ans, même pas, de Pologne avec ses parents. Donc c'est un roman, sa vie. Il est arrivé de Pologne avec ses parents. Il ne parlait pas français à 16 ans. Il est arrivé dans le nord de la France. Il a fait l'école d'ingénieur, pour ceux qui connaissent, c'est Nika, on m'a dit. Et à 23 ans, il a travaillé dans une société 2 mois. Et puis il a dit, je ne suis pas fait pour ça, quoi. Et il avait déjà en route, en étant à l'ICAP, cette idée de société. Bon, c'était pas forcément encore de l'hébergement, mais c'était plutôt un petit visionnaire déjà à cette époque-là. Et puis donc il a monté cette société. Je vais vous raconter un peu son histoire. En 99, donc c'est lui là, petit étudiant à son bureau, comme des milliers d'étudiants d'école d'ingénieurs. Quand je vous disais sa vie c'est un roman, c'est comme un film quoi. Il a commencé dans son garage, comme certains grands américains de la Silicon Valley. Et donc en 99, il crée cette société, il est étudiant, je ne sais pas trop où il va, mais il a l'âme de l'entrepreneur, donc il y va, il ne se pose pas de questions. En 2003, donc premier achat de bâtiment, je vous raconterai juste un petit peu avant. En 2003, il achète son premier bâtiment, à Paris dans le 19e, on l'a encore ce bâtiment. Il est un peu vieillot, mais on l'a toujours. Et puis comme il n'avait pas d'argent, mais il avait énormément d'idées, il avait son père qui n'était pas loin, qui est un ingénieur aussi, pas d'ingénieur plutôt industriel, et ils ont inventé ça, le water cooling. Alors je vais vous le donner, c'est très simple. Vous êtes tous du monde du digital. Un ordinateur, ça chauffe. Et un ordinateur, quand ça chauffe, il faut le refroidir. Et quand il y a des milliers d'ordinateurs, il faut des salles géantes pour refroidir les salles avec des très grands centres de refroidissement, de climatisation qui coûtent très très cher. Et peut-être aussi des financiers. Donc lui, il s'est dit, tiens, on va refroidir la source. C'est quoi la source ? C'est le microprocesseur et on va inventer ça. Donc c'est très simple. C'est de l'eau qui va passer sur le microprocesseur. Alors là, il y en a qui disent waouh, on met de l'eau sur le microprocesseur. Non, c'est un échange thermique avec une plaque en cuivre. Il arrive de l'eau froide, ça chauffe, et de l'autre côté, il sort de l'eau chaude. Très simple. C'est pas plus compliqué que ça.
Là c'est en noir et blanc, mais il y a un tuyau bleu qui arrive qui est de l'eau chaude, et le tuyau qui sort c'est le tuyau rouge. Et donc avec ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évité par exemple de construire des data centers très énergivores, où on met de la clim, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pu commercialiser des produits nettement plus faibles en termes de prix de marché que les autres. Donc il a pris des parts de marché, et donc il a pris des clients. Alors peut-être qu'il est spécialiste de l'innovation, hein, c'est un peu frugal comme innovation, mais ça marche super bien. Depuis, il y en a d'autres qui le font. Hein. Par contre, aujourd'hui, sa force, c'est de l'avoir industrialisé à l'échelle de, vous verrez, je crois qu'il y a 25, 26 data centers dans le monde, sur des dizaines de milliers d'ordinateurs. Donc l'idée de base est simple. Moi, j'ai assisté à des conférences aujourd'hui où on disait le plus compliqué, c'est pas l'idée, c'est la transformer. Lui, il est plutôt dans l'autre sens, quoi. Lui, il dit d'abord, je transforme l'idée, puis après, on verra si elle marche. Alors pourquoi son raisonnement il est comme ça? Parce que, vous avez vu, il a commencé très très jeune. Son credo, c'est pour, je ne sais pas s'il y a des développeurs informatiques, c'est l'open source. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un homme très libre. Très libre, ça veut dire que pour lui, ça il invente, c'est comme de l'open source sur l'IT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui partage énormément, encore aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent bien OVH, qui vont, il met des produits, il demande l'avis aux utilisateurs, ça prod, ça fait tout. Donc ça c'est le même esprit. Donc en 2003 il invente ça, et donc à partir de là la société commence à grandir. Alors on va retourner. Je vais vous raconter une petite anecdote en 2003. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le témoignage de Xavier Niel il y a quelques mois sur BFM TV quand il a ouvert Station F à Paris. Je vous invite à aller voir sur YouTube, je peux vous raconter. Ils ont une histoire très proche tous les deux. Xavier Niel, ça a été le premier qui a hébergé Octave dans ses data centers à Paris. Il avait 22 ans. Il est allé le voir, il a dit hey, moi j'ai un data center, j'ai un serveur. T'as pas un bout de data center pour m'héberger? Il avait 22, 23 ans, le culot. Il venait du Nord. Et comme il était très bon, il lui a dit oui, et puis ça a grandi, ils sont restés amis, ils sont concurrents sur certains produits. C'est un peu chien et chat, de temps en temps, ils s'engueulent pas mal. Mais ça fait, je sais plus, plein d'années qu'ils se connaissent. Donc je vous invite à aller voir cette interview, c'est assez extraordinaire la façon dont Niel parle d'Octave Klaba. Donc ça c'est un peu l'histoire. 2004, l'extension européenne, la croissance, donc le petit gars qui est au milieu là, c'est son frère. Octave Klaba, c'est un visionnaire qui vit que dans l'extrême. Alors pour vous donner une image du personnage, c'est un peu notre Steve Jobs à nous, français. C'est-à-dire c'est les gars, ils voient des trucs qu'on voit jamais. Ils s'en foutent de tout le monde, ils tracent leur route. Et ils avancent. Lui, son frère, il est sur un autre registre. C'est l'opposé, c'est l'antidote. Il est cool. Quoi qu'il arrive, il est cool. Et l'autre, c'est un volcan. Donc ils s'équilibrent un peu les deux. Ils n'ont pas du tout les mêmes compétences, mais ça fait un couple pas mal. Donc, en 2004, Octave le visionnaire, il dit l'Europe, pas peur, j'y vais. Donc ça fait quand même quelques années. Ça commence à grandir en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, bien sûr. Et puis, il commence à grossir, et puis en 2012, diversification dans les produits, puisque, pour ceux qui connaissent, on vend de la VoIP, de la DSL, et puis de nouveaux data centers, parce que les clients étaient là, continuent à grandir. Des investissements, donc très forts. C'est une activité qui est très chronophage en cash, parce qu'il faut fabriquer, quand on fabrique tout et qu'on intègre tout, il faut beaucoup d'argent. Et puis en 2016, ça continue à s'accélérer. Donc là, des besoins de gros investissements avec des investisseurs type KKR ou Tower Group qui rentrent au capital et qui ont confiance en Octave Klaba et dans sa vision. Bien sûr, il essaye de s'entourer de gens qui vont être plus gestionnaires que visionnaires, parce que lui, la gestion, ça lui plaît, mais pas plus que ça. D'ailleurs, il a déjà eu quelques déboires autour de ça. Mais il est conscient de ses faiblesses, donc ça c'est plutôt pas mal pour un gars de cette façon-là, de ce calibre-là. Donc voilà, je vous ai parlé un peu d'entreprise, rapidement. Je vais vous donner un dernier mot sur le personnage. Nous on le voit presque tous les jours, donc on est à Roubaix. Vous n'êtes pas en vacances, il faut mieux aller sur la Côte d'Azur.
On le voit presque tous les jours. Pour vous donner une image du personnage, il vient régulièrement avec son vélo électrique, ses chaussures rouge fluo, en short et en polo ou en sweatshirt à capuche. Bon. Sa boîte, elle pèse presque 2 milliards d'euros. On veut lui acheter beaucoup plus encore. Donc il est milliardaire, 50e fortune de France. Et quand vous voyez passer, vous dites, c'est pas possible, quoi. Donc cet homme-là, pour juste vous résumer, c'est que l'argent, ça ne fait pas vibrer, quoi. Ce qui fait vibrer, c'est faire des choses, entreprendre, aller à la conquête du monde. Donc c'est un personnage très 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 atypique. Je vous disais, imaginez Steve Jobs dans les années 70-80, il traçait sa route, il sautait de tout le monde et quasiment il y avait que la mort qui voulait l'arrêter. Donc c'est ça, c'est un peu notre Steve Jobs à nous. Donc aujourd'hui, on dit OVH, elle fait partie de ces fameuses licornes françaises, on la cite pas souvent, mais bon, vous la connaissez. On n'est pas beaucoup, il y a Blablacar, il y a un peu Criteo, mais ça va un peu moyen. Celles qui sont valorisées plus d'1 milliard d'euros, de dollars. Et donc on continue notre chemin. Notre chemin, bien sûr, il va sur celui-là. Alors on était déjà pas mal implanté, c'est ce fameux marché du cloud. Alors on est tous des spécialistes, hein. Je ne vais pas vous faire une heure sur le cloud. Juste voilà, j'ai sorti une image en disant voilà, le cloud c'est un peu tout ça. À midi, je parlais avec quelqu'un. Aujourd'hui, le combat autour du cloud, au-delà de la technicité, c'est la sécurité de l'information, mais pas du point de vue technique, du point de vue réglementaire. Vous savez tous qu'aujourd'hui, les Américains ils sont en train de vouloir qu'on ouvre nos data centers américains qui sont en France. Ils ont changé un peu leur loi sur leur loi américaine. Nous, on essaie de la renforcer avec notre loi européenne. Pour faire court, aujourd'hui, les Américains, même s'ils ont un data center en France, ils sont capables, grâce à leur loi, de venir voir ce que vous mettez, ce qu'ils mettent dedans, quoi. Donc c'est un peu le combat d'Octave là-bas aujourd'hui pour dire aux Européens, et le nuage c'est concret, quoi. Et les Américains, ils l'ont compris, et pas que. Donc voilà, je passe tout ça, vous êtes des spécialistes plus que moi. Donc le cloud, hein, je vous ai mis un chiffre, hein, c'est un peu plus même. 30% par an, 30% de croissance par an. C'est ce qu'on fait nous, actuellement, depuis plusieurs années. Il y en a qui se battent sur les chiffres. Aujourd'hui, les spécialistes, tout le monde se dit, c'est en gros le marché le plus rapide de tous les temps à cette échelle, quoi. Donc vous voyez, on a des petits concurrents en face, sympas. Vous les connaissez tous. Rassurez-vous, on ne va pas aller les chercher, quoi, parce que c'est des monstres. On ne va pas les chercher. Nous, on essaye d'être un peu atypique dans nos produits, dans ce qu'on appelle le cloud réversible, pour faire court. On essaye de pas du tout aller les embêter là-dessus. Par contre, voilà, on met en garde sur certaines règles. Donc on est un peu avec un Allemand, enfin on est 3-4 en Europe, un petit peu de la même taille, à se dire il faut faire un truc au niveau européen parce que là on va se faire dévorer. Bon, donc voilà, c'est un peu le combat aujourd'hui de notre grand chef, au-delà de son business, et de se dire attention, quoi, ils sont en train de stocker toutes vos données les plus confidentielles. La loi américaine permet au gouvernement américain de regarder ce qu'il y a dans leur data center, même s'ils sont en Europe. Donc soyez prudents, quoi. Donc je vous disais, voilà, sur ce marché, donc 19 pays, 1,5 milliard d'investissements sur 5 ans. On fabrique 400 serveurs par jour, 28 data centers, et ce qui est marrant, c'est que je rajoute souvent qu'on est une entreprise jeune. Donc vous voyez la moyenne d'âge, 32 ans. Bon, on m'appelle le papy dans l'équipe. Bon, c'est affectueux, j'aime bien. Aujourd'hui, on essaye d'embaucher un peu des papys aussi, parce que tous ces petits jeunes, il faut un peu leur mettre quelques règles de fonctionnement. On essaye, on lutte. Non, on lutte pas. Il faut comprendre les choses. Donc ouais, on travaille avec des équipes très jeunes. Je pense qu'on est tous un peu confrontés, les gens de ma génération, à dire comment on les gère. Bon, on se débrouille, hein, on apprend tous les jours. La chance qu'on a, c'est que, je vous disais, on est un peu cette entreprise, on a la chance, une grande chance d'être un peu la start-up française qui, avec d'autres, qui a peut-être un peu plus réussi que d'autres, modestement. Donc cette culture de se dire on travaille avec des jeunes et qu'aujourd'hui on a besoin d'intégrer des gens un peu plus expérimentés, c'est pas une mauvaise idée, et si on fait bien, les couples marchent plutôt pas mal, quoi. Parce qu'on voit bien que moi je suis souvent consulté sur des sujets plus que personnels, je suis un peu vieux, et
puis moi je vais voir comment ils bossent parce que je suis très curieux et je me dis, il y en a qui viennent bosser quasiment la nuit et puis ils délivrent plus que ceux qui viennent bosser la journée. Bon. Donc là on prend l'info et puis on avance comme ça. OVH, donc 1 million presque et demi de clients. Alors on a de la chance, enfin on a de la chance, oui, c'est une chance parce qu'on a des clients très différents, donc on fait du B2B, hein. On peut avoir le comptable du coin comme on peut avoir l'Élysée en client, quoi. Donc on a des choses, et puis des grandes entreprises. Donc on a des choses très larges, c'est pour ça qu'on a 138 pays. On a des gens, on a des clients en Papouasie, quoi. Vous ne savez même pas. Pourquoi? Parce que si vous allez sur le site internet, vous ouvrez un compte et puis vous pouvez être n'importe où dans le monde et puis vous connectez à des serveurs, quoi. Donc c'est un peu la mondialisation instantanée qui permet d'avoir autant de pays avec autant de clients. Donc l'amélioration continue dans tout ça. Comment on essaye avec toutes ces choses un peu folles au niveau des clients, au niveau des tailles des clients, de la vitesse du marché, de la croissance du marché, l'intégration verticale maximum. Je vais vous donner une anecdote sur l'intégration verticale. C'était tellement intégré que chez OVH, on a nos propres bureaux. Dans notre usine, on fabrique nos bureaux. C'est sympa ça. Donc on a des super bureaux, le côté OVH. Alors bien sûr, au casque là-bas, comme il a plein d'idées, on a des bureaux qui montent, qui descendent, sur roulettes, sur tout ce que vous voulez. Donc quand on arrive, c'est bizarre, on dit hey, ça c'est ton bureau. Ouais, ok. Ouais, puis il y a le pot de fleurs aussi, mais c'est le pot de fleurs fait chez OVH. Quoi? Ah ouais, d'accord. Alors on y en sort un peu parce qu'on se dit quand même, à 2500 aujourd'hui, peut-être qu'on va en acheter un peu plus à l'extérieur. Mais c'est pour vous donner cet état d'esprit de dire, voilà, ils essayent d'intégrer le maximum de choses, avec les défauts, les inconvénients que ça a. Hein. Quand on grandit, c'est compliqué de garder un peu ce rythme d'intégration. On sait qu'il y a certaines choses qu'on doit lâcher. L'amélioration continue. Souvent, je dis, enfin, les entreprises que je rencontre, elles me disent, mais en fait, vous êtes né agile. Alors, je dis, ouais, on est né agile. Mais agile, c'est pas, ça veut pas dire n'importe quoi, quoi. Il y a des règles, il y a des cadres de travail, de façon de travailler, etc. Au-delà de toutes les techniques que vous avez vues aujourd'hui. Et je leur dis, moi, j'ai un super problème dans cette amélioration continue. C'est que je suis dans une entreprise qui est très peu processée. Alors, il y a des autres entreprises, qui sont en général des grandes entreprises, qui me disent, nous, on est très processés, donc on essaye d'avoir des entités à côté, je sais pas, des startups intégrées, des partenariats, etc., pour qu'ils nous sortent des produits agiles, et qu'on puisse plugger après dans notre entreprise traditionnelle. Ben, j'ai dit, moi, c'est le contraire, quoi. Moi, j'essaye, dans une entreprise comme ça, qui est sur un marché un peu fou, d'amener un petit peu plus de cadre, un petit peu plus de process, un peu plus de méthode, parce qu'elle grandit, ça devient une grande entreprise. Donc on a un peu des problèmes opposés, quoi. Je dis, nous, on est presque trop agile, quoi. Alors, avec des guillemets, forcément. Donc on est obligé d'amener un peu de structure pour dire aux gens, écoutez, on ne peut pas travailler chacun comme il veut, tout le monde n'est pas dans son garage, même si on s'entend bien. Donc il faut amener un peu plus de structure dans ce qu'on fait. Alors comment on travaille cette amélioration continue? D'abord, c'est quoi? C'est un état d'esprit. Pourquoi c'est un état d'esprit? Parce que moi j'adore cette citation. Je pense que vous le connaissez tous, vous la connaissez aussi, mais j'aime bien la rappeler chaque fois parce que ben voilà quoi, le mauvais système c'est toujours plus fort qu'un homme. Alors il y en a qui vont dire ouais, il pousse des portes ouvertes. Ouais, mais on l'oublie souvent, quoi. On peut avoir le meilleur process, le meilleur outil, si on n'embarque pas les gens avec, ben votre outil va briller mais il ne va pas être utilisé. Donc ça pour moi c'est un peu un prérequis de dire ok, je suis dans une entreprise digitale qui est née de la tech, qui est, je sais rien, moi, l'entreprise du 21e siècle peut-être, mais en même temps, si on commence à tout processer comme on oublie les hommes, ça ne va pas trop marcher. Donc c'est garder cet état d'esprit de dire, ouais, quoi qu'on met en avant, c'est d'abord les hommes, quoi. On peut avoir des super tech, des super produits, des super applis, des super trucs, c'est d'abord les gars qui nous font le boulot. Pareil, pas tout miser sur la technique, ben ouais, pas tout miser sur la technique. Souvent quand on parle d'agile, en général, tout de suite on va dans les démarches. Parce qu'il y en a un qui va dire ouais, moi j'ai fait du Scrum à tel endroit, ouais, mais nous on a fait, nous vous allez voir, enfin, j'ai peu de détails dessus, mais on fait du Scrum bon, des fois. Donc on mixe des choses, on fait du Kanban,
ben, c'est cool, quoi. Ça marche bien par rapport au contexte. Quoi. Mais c'est quand même les hommes qui vont le faire. Quoi. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, qui a été posté il y a quelques mois. Alors je vous laisse dire tranquillement. Depuis, il y a eu quelques problèmes supplémentaires avec notre ami Elon. Pour vous mettre un peu de contexte, ça c'était au mois d'avril, il y a un universitaire américain qui lui a dit, 6 mois avant ça, il a dit écoute, ton usine aux États-Unis, là, elle est un peu trop rigide. Quoi. Il y a trop de robots, tu sors pas ce que tu veux sortir, il n'y a pas d'hommes dans l'usine et tout, elle n'est pas très souple, elle n'est pas très agile, tu ne vas pas monter en capacité. Et puis lui, il a dit moi, maître du monde, moi c'est tout, toi tais-toi. Et puis au mois d'avril, il y a eu ça. Puis moi j'aime bien son tweet, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ouais, on peut avoir la plus grande technicité, la plus grande automatisation, il faut un peu des hommes aussi, quoi. Donc même un gars comme ça, là, qui imagine tout révolutionner, et ça peut peut-être être le cas, ben, il oublie un peu les hommes. Donc là, il a fait marche arrière, et puis vous avez vu, c'est des bois. Hein. Il a dit je dors dans l'usine, je travaille 120 heures par semaine, enfin, peut-être un peu les plombs, quoi. Et puis la bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que c'est un Français qui est patron maintenant de cette usine. Quoi. Donc, puis, on a quand même du savoir-faire. Donc je vous ai mis des photos concrètes de ce qu'on fait. On fait du gaming, en haut à gauche. Donc on a fait jouer, allez, on va dire le top 50 de la boîte, avec un jeu avec des clous et des vis et des boulons, peut-être qu'ils connaissent ça, certains, pour faire prendre conscience que quand on travaille une organisation, quand on travaille des process, quand on est tous liés les uns aux autres. Quoi. Ça veut dire que pour sortir un produit fini qui tient la route, c'est pas juste un gars qui doit être bon, c'est des métiers qui s'enchaînent, c'est des process, même s'ils sont pas trop écrits, qui s'enchaînent, c'est des contrôles, etc. Bien sûr, on fait des optimisations de process. Vous voyez, j'ai un collègue qui est à genoux là, qui fait ce qu'on appelle pour certains du VSM. Donc c'est un outil qui est issu plutôt du lean management pour optimiser un process IT. Donc là, on mixe un peu les choses. Quoi. Je vous ai dit qu'on avait une usine, donc là c'est dans l'usine. On fait des chantiers très opérationnels, plutôt lean manufacturing. On fait de la formation, là au milieu là. Donc là on leur a fait faire une formation avec de Kanban, avec des gens d'IT, pour leur expliquer, pareil, qu'on était tous liés, puis bien sûr on fait de l'accompagnement aux équipes dans l'organisation. Donc en fait on essaie de mixer tout ça pour se dire, tiens, chez nous, l'amélioration continue, c'est ça. C'est pas lié en se dire, tiens, c'est après le Scrum, on va faire de l'amélioration continue, c'est de dire, on prend tout, et à partir de là, comme on a des choses très 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 différentes, on vient l'adapter en fonction des besoins. Donc comment on fait ça au quotidien? On a une équipe, on a une équipe de personnes, on fait une grande équipe en l'occurrence, qui est pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui est très industriel, parce qu'il travaille avec les gens des usines. J'ai des personnes qui sont très IT, parce qu'ils vont travailler avec toutes les équipes IT pour faire du développement des produits. Et puis j'ai des personnes qui travaillent avec les équipes support que vous pouvez déranger jour et nuit là, quand vous avez des problèmes. Donc avec tout ça, c'est se dire, on a envie de faire un peu notre système à nous, notre système d'amélioration continue, qui va être un peu hybride, parce qu'on va utiliser des techniques, des démarches, et on se donne zéro limite. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va utiliser dans quelques semaines ou quelques mois. Par contre, ce qui est important, c'est le contexte dans lequel on va le mettre. Et après, je vais vous expliquer. Par contre, on s'est donné une petite définition en disant, tiens, pour nous, dans notre service, dans notre équipe, c'est quoi un peu le grade chez OVH? Et en fait, on s'est donné ça. On s'est dit, ce qu'on veut faire, c'est donner aux collaborateurs les outils, les postures, les démarches, les accompagnements, pour les rendre autonomes. Alors pourquoi les rendre autonomes? Pour qu'ils puissent améliorer sa performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Graal du Graal, ça veut dire que mon équipe n'existe plus. Je vous tire une balle dans le pied, dans la tête, vous allez dire. Bien sûr, c'est symbolique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que chacun soit en capacité de se dire, tiens, au quotidien, comment je peux m'améliorer? C'est moi qui ai le savoir, c'est moi qui suis expert sur mon métier. Moi, souvent, je dis aux personnes, aux managers notamment, c'est vos collaborateurs qui sont 8 heures par jour devant, je sais pas, leur ligne, qui font du développement, qui font de la gestion de projet, qui fabriquent des serveurs, qui savent ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Mettez-les en condition pour que ça s'améliore.
Donc ça, c'est un peu notre Graal. Donc sur quel système on s'appuie? Je vous ai dit, je ne vais pas parler de tous les systèmes que vous avez peut-être entendus aujourd'hui et d'autres. On a deux grands repères. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'OPDLA. Alors pour ceux qui connaissent le PDCA, c'est un peu du PDCA customisé à la sauce OVH. Qu'est-ce qui a été customisé dans le PDCA, ça va pour tout le monde? Donc dans le P, pour ceux qui connaissent, il y a une phase de diagnostic. Donc nous on a dit O, on va la sortir, c'est ça la phase d'observation. Donc ça fait OP, le D c'est le tout, le L c'est le learn, et le A c'est adjust. Vous avez vu, il n'y a pas de contrôle dedans, le C on l'a viré. Pourquoi? Parce que chez OVH on n'aime pas le contrôle. Par contre on est malin, le contrôle on l'a mis un peu partout, mais on l'a pas dit. La phase la plus importante c'est l'observation. C'est vrai partout, au boulot et dans la vie personnelle. Avant de vous lancer à corps perdu à faire des plans, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cloche? Tout à l'heure, j'étais à la présentation juste à côté, là, sur l'application du Scrum. Ils ont fait en 2 temps. Je ne sais pas s'il y a les représentants d'à côté, là, tout à l'heure. Ils ont fait une première phase de Scrum où ça a merdé avec leurs clients, ce qui n'est pas possible. Et puis après, ils ont réfléchi, ils ont fait leur haut, là. Ils ont remis tout sur la table. Et ils sont repartis dans l'OPDLA et ça a marché super bien avec le client. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait la première fois? Ils avaient foncé dans leur P. Alors nous, chez OVH, on est champion du tout. Ouais, j'ai un problème. Ouais, je sais comment il faut faire. Ouais, je sais comment il faut faire. Ouais, je sais. Et nous, hop, t'es sûr? Et là, on questionne un peu et là, on les remonte dans le hall. De telle façon à ce que quand ils partent dans leur cycle, ça fonctionne. Deuxième repère, c'est Gamba. Ceux qui connaissent un peu Toyota et toutes ces méthodes associées, c'est aller voir où ça se passe, quoi. Sortez de vos bureaux, allez poser des questions aux développeurs informatiques, aux chefs de projet, aux Scrum Masters, ou à d'autres. Sortez, allez voir ce qui se passe sur le terrain. La vérité, elle est là. On peut imaginer tout dans notre bureau, tout avec des consultants, tout avec des partenaires. Et puis c'est quoi le plus important? C'est que ça marche sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est quoi quand ça marche sur le terrain? C'est le client. Moi j'adore quand les clients disent ouais, votre appli elle est géniale, elle marche super bien. C'est pas moi qui l'ai faite. C'est qui? Dans l'IT, c'est les développeurs. Il y a plein de gens qui ont contribué. Toute l'armée derrière, super. Par contre celui qui fait les lignes, qui doit être bon, c'est lui. Donc à un moment donné, le Gamba, c'est. On a une petite formule pour ça, c'est on se dit. Où se crée la valeur perçue par le client? Posez-vous cette question dans vos entreprises. Vous allez avoir 3000 réponses. Les commerciaux, ouais, c'est moi. Les financiers, ouais, c'est moi. Moi, je dis chez nous, c'est le dev, développeur, et l'ouvrier qui monte ses serveurs sur la ligne. Tout le monde contribue à ce que lui marche bien. Donc ça permet un peu de recentrer les choses et de dire, ben moi, d'amener un peu d'humilité à tout le monde et de dire, hey, moi je contribue à ce qu'il bosse bien. C'est dur, hein. Il y a des égos qu'on prenne un peu sur la tête, mais il faut le faire avec bienveillance pour que les gens aussi réfléchissent et se disent, ah ben ouais, moi finalement je suis contributeur à ce qu'eux bossent bien pour que le client me dise c'est un super projet, c'est un super outil. Là je vous ai fait un accéléré, je vous ai raconté ce que j'ai écrit là, et c'est exactement ça. Vous voyez l'OPDLA, on l'utilise, c'est je prends le problème sur le terrain, je vais voir. Vous avez un problème? Allez voir, allez parler à vos clients, à vos prestataires, avant de vous lancer dans des choses. La session d'à côté, il disait, on a commencé, on a travaillé avec notre client, le client il voulait absolument que du forfait. Et il savait pertinemment que faire de l'agile en Scrum avec du forfait, ils allaient se planter. Et bien, ils ont commencé à en faire, le client a dit, je veux du forfait. Ils se sont plantés, ils sont revenus derrière, et puis ils ont fait autre chose. Observation. Alors, je vous ai mis quelques trucs qu'on utilise, hein, sûrement vous. Hein. Aujourd'hui, on a des boucles d'animation opérationnelles. Je n'invente rien, je pense que ça existe chez plein de monde. Aujourd'hui, on est organisé en unit et en squad. On a 4 niveaux de hiérarchie. On a un patron de BU, on a des patrons de unit, des patrons de squad et des opérationnels. Je vais prendre la table. Voilà, ça marche comme ça, je ne vous commande pas, sauf après peut-être vous aurez des questions. On fait du daily meeting, on fait du weekly et on fait du monthly. Il y a peut-être un truc un peu original là-dessus, par rapport à ce que vous pouvez avoir dans vos entreprises, c'est le quaterly, c'est ça.
On essaye, je dis on essaye, parce que ça fait à peu près quasiment un an, d'avoir des boucles de business à 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 3 mois, on fait un point sur tous les projets. On a 2 jours comme ça, un peu particuliers, où on essaye d'avoir cette boucle totale sur 3 mois, et puis voilà, au quotidien, on travaille un peu comme ça. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Hein. Par exemple, en production, on fait du visual management. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ouais, il n'y a rien de standardisé chez vous au niveau du visual management en production. » C'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire? Parce que si on leur impose une méthode ultra rigide, ils vont dire « Ouais, il y en a un qui vient là, il veut nous aider, mais il nous impose ce qu'on veut faire. » Ce qui est important, c'est qu'eux, ils y trouvent une valeur ajoutée. Tout à l'heure, je vous parlais de l'autonomie des collaborateurs pour sa performance à lui, pas la mienne. C'est-à-dire que si ça marche dans une équipe, et l'équipe 4 bureaux à côté, elle fait ça, pourquoi je dois m'en soucier? Si eux, ils y trouvent une valeur ajoutée, ils arrivent à piloter leur opérationnel, génial. Moi, je ne vais pas dire, le tableau, il faut qu'il soit avec des bandes de 3 mm, bleu, avec écrit vert en haut. Quoi. Alors, je suis chez OVH, quoi. Je peux le faire, hein. Je ne dis pas qu'il faut le faire partout. Les entreprises où ça va être codifié, rigidifié. Nous, on a cette culture où on peut le faire et ça marche plutôt pas mal. En IT, là, je vous ai mis juste un chantier marrant, c'est le chantier helpdesk. Peut-être vous avez ça, c'est vous, les mecs, ils viennent, ils configurent des ordinateurs, etc. On leur a industrialisé le truc, en fait. Donc, ils étaient super heureux, vous voyez, on leur a mis une espèce de batterie de câble pour qu'ils configurent tous leurs ordinateurs. Avant, ils en faisaient 2 par 2, là, ils en font 15 à la fois. Les gars, ils sont heureux. On leur a pas parlé de performance, d'efficacité, de productivité. Là, je leur ai dit, soyez feignants. Dans le même temps, vous allez en faire 15 au lieu de 2. Ah bah ouais, je joue, moi. Tu m'intéresses. C'est ça, performance à lui, c'est pas la même. Donc il y a toujours ça en arrière-pensée en disant, quand je fais les choses, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Et moi, quand je vois les gens qui font tout ça de façon assez vite et naturelle et que ça perdure, ça, on a travaillé 3 semaines avec eux. Ça fait 2 mois que je suis pas allé le voir. J'ai un collègue qui est passé, il a dit, ils ont encore plein d'idées. Là, j'ai gagné. Ils ont plus de... Bon, ça vous connaissez. On fait aussi ça, c'est juste pour mettre des techniques. Au niveau du support client, on fait les mêmes choses. Une petite synthèse. Ça, c'est notre système. Tout à l'heure, je vous ai dit, on essaie de construire notre système d'amélioration continue. Ça veut dire quoi pour nous agir sur le marché? Oups. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne se donne aucune limite à l'utilisation de méthodes. Voilà, on fait un peu de tout ça. Peut-être pas dans le bon ordre, peut-être pas dans la règle de l'art. Par contre, le marché, il est là. Donc on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on prend dans tout ça? Tout à l'heure, je vous ai dit, on fait de temps en temps du Scrum. Bon, ouais, bon, bah, pourquoi pas. Hein. Donc on utilise un peu tout ça, on pioche. Mais on fait notre système à nous de telle façon à ce qu'il corresponde bien à notre problématique et surtout à notre marché. Inclusif, ça c'est vachement important. On l'appelle contributeur-receveur. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a une usine avec un directeur de production qui est lean manufacturing jusqu'au bout des ongles. C'est génial. C'est un super contributeur à notre système. Par contre, il y a des équipes IT qui n'ont jamais fait de Scrum ou autre chose. Ben là, elles vont être très receveurs de ce qu'on va peut-être leur apporter. Et en même temps, au super homme là, qui fait du lean manufacturing, l'autre fois, on lui a fait faire un peu de Scrum Band sans lui dire. Ben, il ne connaissait pas. Donc ça veut dire que comme c'est une entreprise qui grandit vite, on va essayer d'utiliser les bonnes pratiques, les compétences qu'ont vu les jeunes dans d'autres entreprises pour se dire, plutôt de dire non mais ce que tu as fait dans l'autre entreprise, oublie quoi, ça ne m'intéresse pas. Tu as fait le Scrum de telle façon, non mais chez nous le Scrum il est fait comme ça. Moi j'ai dit non, explique-moi. Explique-moi parce que peut-être ça va nourrir mon système. Donc c'est ça contributeur receveur dans le système. Souple, je vous ai dit, c'est d'abord un état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on grandit vite, on est en Europe, on a des équipes aux États-Unis, des équipes au Canada, on a des collaborateurs aussi en Asie. On peut pas dire tiens on veut un truc rigide quoi. On l'adapte en permanence. Apprenant, vous avez vu, je vous ai remis quelques photos, on fait avec les gens quoi. Pour le rendre autonome dans sa performance, il faut faire avec eux. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait un peu partout. Alors ça, c'est marrant, ça c'est un chantier que j'ai fait moi, parce que ça m'a amusé. C'est un chantier du process de paye. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur le process de paye dans vos entreprises, quelle que
soit la taille. Chez nous, pour créer un collaborateur et mettre tout le process en branle, c'est 4 heures. Bon, ben, les DRH, quand ils ont vu ça, ils sont tombés du ciel. Hein. Ils croyaient que c'était 5 minutes, ils appuyaient sur le bouton, la paye, c'est parti. Sur mesure, je vous en ai parlé. Voilà. Merci beaucoup.